Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le mardi matin commença comme n'importe quel autre pour Nathan Harper. L'arôme du café colombien de première qualité flottait dans l'air de son bureau au dernier étage, se mêlant à la subtile odeur du cuir italien des fauteuils. Ses doigts glissaient sur la tablette, analysant des rapports financiers qui, une fois de plus, montraient la croissance exponentielle de son empire hôtelier. À 38 ans, Nathan avait construit quelque chose dont peu d'hommes pouvaient rêver, une fortune d'1 milliard de dollars et des hôtels de luxe disséminés sur 5 continents. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Un vertige le frappa sans prévenir, l'obligeant à s'appuyer contre le bureau en acajou. Le monde tourna pendant quelques secondes, et une étrange sensation de faiblesse envahit ses jambes. Nathan prit une profonde inspiration, essayant d'ignorer le symptôme, comme il l'avait fait ces dernières semaines. Après tout, les hommes comme lui n'avaient pas de temps pour la faiblesse. Juste du stress, murmura-t-il pour lui-même, ajustant sa cravate en soie italienne. Mais son corps ne mentait pas. Au cours des 3 semaines suivantes, les épisodes s'intensifièrent. La fatigue, qu'il attribuait autrefois à de longues journées de travail, l'accompagnait désormais dès son réveil. Ses mains, toujours stables lors de négociations à plusieurs millions de dollars, commencèrent à trembler légèrement lorsqu'il signait des contrats importants. Ce fut Simon, son assistant personnel depuis plus d'une décennie, qui finit par l'affronter. « Monsieur Harper, avec tout le respect que je vous dois, vous devez consulter un médecin aujourd'hui. » Nathan regarda Simon à travers ses lunettes à monture dorée, remarquant pour la première fois l'inquiétude sincère dans les yeux de cet homme qui connaissait ses habitudes mieux que quiconque. « Je vais bien. » « Simon. »« Juste non, vous n'allez pas bien. » L'interruption était ferme, chose rare venant de Simon. « Hier, vous avez failli vous évanouir pendant la vidéoconférence avec Tokyo, et ne pensez pas que je n'ai pas remarqué que vos mains tremblaient en signant le contrat de Riverside. Un silence pesante s'installa entre eux. » Nathan savait que Simon avait raison, mais admettre une faiblesse n'avait jamais été une option dans son vocabulaire. Les hommes comme lui ne montraient pas de vulnérabilité. C'est ainsi qu'il construisait des empires et gardait le respect. 2 heures plus tard, Nathan se trouvait dans le cabinet du docteur Edward Sterling, son médecin personnel depuis plus de 15 ans. L'environnement familier, murs lambrissés de bois sombre, diplôme encadré et une discrète odeur d'antiseptique, rendaient tout plus réel et effrayant. « Nathan, je dois être direct avec vous. » Le docteur Sterling tenait un dossier de résultats d'examen, évitant le contact visuel direct. « Les résultats ne sont pas bons. En fait, ils sont dévastateurs. » Le cœur de Nathan s'emballa, mais son expression resta impassible. Des années de négociations lui avaient appris à garder le contrôle même lorsque le monde s'écroulait autour de lui. « Continuez. Vous avez une maladie dégénérative rare. Elle est progressive, sans remède connu. » La voix du médecin était douce, mais chaque mot coupait comme une lame aiguisée. « D'après le stade actuel et la progression que nous observons, je dirais que vous avez 3 ans au maximum. » Le temps s'arrêta. Nathan eut l'impression d'observer la scène de l'extérieur de son propre corps. Il se vit là, assis dans le fauteuil en cuir, recevant une sentence de mort comme s'il s'agissait d'un simple rapport d'affaires. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisait. « 3 ans, répéta-t-il, sa voix étrangement calme. Peut être moins. La maladie est imprévisible. Certains patients se détériorent rapidement. D'autres parviennent à maintenir une certaine qualité de vie plus longtemps. » Le docteur Sterling laissa la phrase en suspens, le poids des mots non dits emplissant le silence. Nathan hocha lentement la tête, traitant l'information comme il le ferait avec des données commerciales importantes, mais cette fois, les chiffres ne concernaient ni les profits ni les pertes. Ils concernaient son existence même. Il existe des traitements pour ralentir la progression, des thérapies qui peuvent aider avec les symptômes. Mais je dois être honnête. C'est palliatif, pas curatif. Lorsqu'il quitta enfin le cabinet, Nathan marcha dans les rues de Manhattan comme un homme en transe. Le bruit de la ville, voitures, passants, travaux, semblait étouffé, comme s'il entendait tout à travers une paroi de verre. Ses jambes le portèrent automatiquement à Central Park, où il s'assit sur un banc isolé. C'est là, entouré par la vie pulsante de la ville qu'il avait conquise, que la réalité le frappa de plein fouet. Il était en train de mourir. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Nathan Harper pleura, pas pour les entreprises qu'il laisserait derrière lui, ni pour les hôtels qu'il avait mis des années à construire, il pleura pour la solitude absolue qui l'entourait. À 38 ans, il avait bâti un empire mais n'avait pas une seule personne avec qui partager ses derniers moments, il n'avait pas d'enfant pour perpétuer son héritage, pas d'épouse pour lui tenir la main, rien d'autre que de l'argent et des propriétés vides. L'ironie était cruelle. L'homme qui avait tout découvert qu'en réalité, il n'avait rien qui comptait vraiment. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de Manhattan de nuances d'orange et de rouge, Nathan prit une décision. Il ne se laisserait pas simplement dépérir et mourir. S'il ne lui restait que 3 ans,
il les rendrait significatifs. D'une manière ou d'une autre, il trouverait un moyen de laisser quelque chose de plus que de l'argent derrière lui. Mais quoi exactement, il ne le savait pas encore. Les jours suivant le diagnostic passèrent comme un brouillard dense et étouffant. Nathan se perdait dans ses propres pensées, regardant Manhattan à travers les baies vitrées de son Penthouse. La ville continuait sa danse frénétique en contrebas, indifférente au fait que l'un de ses fils les plus puissants avait reçu une sentence de mort. Pendant 2 semaines, il annula des réunions importantes, ignora les appels d'investisseurs internationaux et laissa Simon gérer les affaires urgentes. Pour la première fois de sa carrière, Nathan Harper ne pouvait se concentrer sur les affaires, son esprit était trop occupé à traiter une réalité qui semblait impossible à accepter. Ce fut un jeudi pluvieux qu'un appel de son avocat, Thomas Bennett, le ramena à la réalité. « Nathan, nous devons parler de votre testament. Avec les récents changements dans votre situation, il est crucial que nous réexaminions tout. » Le mot « situation » sonnait comme un euphémisme cruel pour une mort imminente, mais Nathan apprécia la délicatesse de Thomas. Planifier une réunion pour cet après-midi. 3 heures plus tard, Thomas était assis dans le salon du Penthouse, des documents étalés sur la table basse en marbre de Carrare. L'avocat, un homme de 60 ans aux cheveux grisonnants et aux lunettes sans monture, gérait les affaires juridiques de la famille Harper depuis plus de 2 décennies. Tel qu'il est actuellement structuré, 60% de vos actifs iront à votre frère Caleb, 30% à des associations caritatives sélectionnées, et 10% répartis entre les employés de longue date, expliqua Thomas, ajustant ses lunettes. En entendant le nom de son frère, Nathan sentit une vague de colère et de déception monter dans sa gorge. Caleb Harper, de 3 ans son cadet, avait passé sa vie à gâcher des opportunités et à dépenser de l'argent qu'il n'avait pas gagné. Accro aux jeux, aux femmes et à la drogue, Caleb représentait tout ce que Nathan méprisait, l'irresponsabilité, la faiblesse et le parasitisme. « Cela doit changer, » dit Nathan, sa voix chargée de détermination. « Caleb ne touchera pas un centime de ce que j'ai construit. » Thomas haussa les sourcils. « Je comprends votre préoccupation, mais légalement, en tant que votre seul parent direct, peu m'importe les aspects légaux. Y a-t-il un moyen de m'assurer qu'il n'hérite de rien? Eh bien, si vous aviez un enfant, un héritier direct, cela changerait complètement la situation juridique. » Les mots de Thomas résonnèrent dans l'esprit de Nathan comme une cloche qui le réveillait. Un héritier. Un infant. Quelqu'un pour porter non seulement son nom, mais ses valeurs, sa vision, son véritable héritage. Cette nuit-là, seul dans son Penthouse, Nathan arpenta l'appartement comme un lion en cage. L'idée s'était ancrée dans son esprit et grandissait à chaque minute qui passait. Il avait besoin d'un héritier, mais il n'avait pas le temps d'utiliser les méthodes conventionnelles, il n'avait pas des années pour trouver quelqu'un, tomber amoureux, construire une relation solide et fonder une famille. Il avait 3 ans, peut-être moins. C'est alors qu'une idée radicale commença à prendre forme. S'il ne pouvait pas faire les choses de manière traditionnelle, il le ferait à sa manière, pratique, directe, efficace, comme toutes ses affaires réussies, un contrat. Un accord mutuellement bénéfique. Le lendemain matin, Nathan appela son détective privé, Michael Yu, un ancien détective du NYPD qui gérait des affaires délicates pour des hommes d'affaires de haut rang depuis des années. « Michael, j'ai besoin que vous trouviez quelqu'un pour moi. Quelqu'un de spécifique. » « Quel genre de personne, monsieur Harper ?» Nathan prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. « Une femme entrefemok tu ens. » Dossier clean, sans addiction, sans dettes excessives. Quelqu'un en difficulté financière. Mais pour des raisons nobles, prendre soin de sa famille, payer des études, quelque chose comme ça. J'ai besoin de quelqu'un avec de l'intégrité, honnête, qui ne cherche pas simplement de l'argent facile. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Michael travaillait pour Nathan depuis assez longtemps pour ne pas poser de questions inutiles, mais la spécificité de la demande était inhabituelle. Des préférences physiques ou professionnelles? L'intelligence est fondamentale. Une apparence attirante, mais ce n'est pas le plus important. Je veux quelqu'un de réel. Michael. Quelqu'un qui travaille dur, qui connaît la valeur des choses, qui n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ya comprends. Combien de temps ai-je? 1 semaine. Pendant que Michael travaillait, Nathan passa ses journées à affiner son plan. Ce ne serait pas seulement un accord financier froid et calculé. Ce serait une proposition honnête. Il offrirait une sécurité financière absolue en échange d'un enfant, et, peut-être, d'une compagnie pour ces dernières années. La bonne femme comprendrait que ce n'était pas une question d'amour romantique, mais d'héritage, de famille et de but. Pendant les nuits sans sommeil, Nathan se surprenait à imaginer ce que cela pourrait être. Peut-être, pour la première fois de sa vie, il ne serait pas complètement seul. Il y aurait quelqu'un là, quelqu'un de réel, quelqu'un qui choisirait d'être à ses côtés, même en connaissant sa condition. Et plus tard, lorsqu'il ne serait plus là, il y aurait un enfant, son fils ou sa fille, pour continuer ce qu'il avait commencé.
Cette idée le réconfortait d'une manière qu'aucune réussite commerciale n'avait jamais fait. Le vendredi, Michael appela avec des nouvelles. J'ai trouvé quelques candidates intéressantes, mais il y en a une en particulier, qui, je pense, retiendra votre attention. Sarah Thornton, 28 ans, travaille comme serveuse à 2 services pour subvenir aux besoins de sa sœur cadette. Diplômée en administration des affaires, mais elle ne peut pas obtenir de travail dans ce domaine faute de relations. Dossier impeccable, jamais eu d'ennui, n'a jamais rien demandé. C'est le genre de personne qui préférait travailler 6 heures par jour plutôt que d'accepter la charité. Nathan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Où travaille-t-elle? L'un de ses services est à l'hôtel Meridian à Charleston. Ironiquement, l'un de vos hôtels. Le destin, pense à Nathan, avait parfois un sens de l'humour particulier. Préparez un dossier complet sur elle. Je veux tout savoir. En raccrochant, Nathan regarda par la fenêtre la ville qu'il avait conquise. Pour la première fois depuis le diagnostic, il sentit quelque chose comme de l'espoir grandir dans sa poitrine. Être que 3 ans suffirait à construire quelque chose de vraiment important, quelque chose qui durait bien au-delà de sa propre existence. Le vol pour Charleston avait été turbulent, mais rien comparé à la tempête d'émotions que Nathan portait dans sa poitrine. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait reçu le dossier complet sur Sarah Thornton, et chaque page n'avait fait qu'intensifier sa curiosité pour cette femme qui pourrait changer le cours de sa vie. Sarah Marie Thornton, 28 ans, orpheline à 16 ans lorsque ses parents sont morts dans un accident de voiture, la laissant responsable d'Olivia, sa sœur, qui n'avait que 8 ans à l'époque, diplômée en administration des affaires de l'Université de Caroline du Sud grâce à une bourse complète, mais travaillant comme serveuse parce que les entreprises voulaient une expérience qu'elle ne pouvait acquérir en s'occupant d'un enfant. Jamais mariée, peu de relations sérieuses, elle avait consacré toute sa vie à s'assurer qu'Olivia ait toutes les opportunités qu'elle-même avait perdues. Le Meridian Charleston était l'un des joyaux de la couronne de Nathan, un hôtel-boutique de luxe situé au cœur du quartier historique de la ville. Il avait choisi cette nuit-là pour l'événement caritatif annuel, une gala pour les enfants orphelins, une ironie qui ne lui échappait pas, car il savait que Sarah y travaillerait. Nathan arriva à l'hôtel 2 heures avant l'événement, prétendant vouloir superviser les préparatifs finaux. En réalité, il voulait observer Sarah dans son environnement naturel, voir si la femme réelle correspondait à l'image qu'il s'était construite à partir des rapports et des photographies. Il la vit avant qu'elle ne le remarque. Sarah était dans la zone de service, vérifiant les plateaux d'amuse-bouche avec l'attention méticuleuse de quelqu'un qui comprenait que chaque détail comptait. Elle portait l'uniforme standard de l'hôtel. Une chemise blanche immaculée, une jupe noire ajustée jusqu'aux genoux, des chaussures noires à talons bas. Mais il y avait quelque chose en elle qui rendait l'uniforme élégant, plutôt que simplement fonctionnel. Ses cheveux châtains foncés étaient ramenés en un chignon bas, révélant la ligne délicate de son cou. Elle n'était pas d'une beauté conventionnelle comme les mondaines qui fréquentaient les événements de Nathan, mais il y avait en elle une beauté naturelle, une force contenue qui transparaissait dans chacun de ses mouvements calculés. Monsieur Harper, la voix du directeur de l'hôtel, William Carter, interrompit ses observations. Nous n'attendions pas votre visite aujourd'hui. Y a-t-il un problème? Juste une vérification de routine, William. Je veux m'assurer que tout est parfait ce soir. Nathan poursuivit son inspection informelle, gardant toujours Sarah dans son champ de vision. Il observa comment elle interagissait avec les autres membres du personnel, respectueuse mais pas soumise, serviable mais pas servile. Lorsqu'un autre serveur fit tomber un plateau de verre en cristal, Sarah fut la première à aider, s'agenouillant pour ramasser les éclats sans se plaindre ni blâmer le collègue nerveux. « Attention au verre », dit-elle doucement au jeune homme, qui n'avait pas plus de 19 ans. « Ça arrive à tout le monde. J'ai cassé 3 plateaux ma première semaine. » Cette gentillesse sincère, combinée à une compétence évidente, confirma à Nathan que son choix était le bon. L'événement commença à 19 heures. La grande salle de bal du Méridien fut transformée. Des lumières dorées créaient une atmosphère intime, des arrangements floraux luxuriants décoraient chaque table, et le doux son d'un quatuor à cordes emplissait l'espace. L'élite de Charleston était venue en force, femmes en robe de créateur et hommes en smokings impeccables, tous désireux d'être vus en train de soutenir une noble cause. Nathan se déplaçait parmi les invités avec l'aisance de quelqu'un né pour ce monde, échangeant des salutations cordiales et discutant affaires de manière désinvolte, mais ses yeux cherchaient constamment Sarah parmi les serveurs qui servaient du champagne et des canapés. C'est à 45 minutes du début de l'événement que cela se produisit. Sarah se déplaçait gracieusement parmi les invités avec un plateau de vin rouge lorsqu'un des investisseurs les plus importants de Nathan, un homme obèse et maladroitement ivre nommé George Ramsay, décida de faire une blague inappropriée à l'une des autres serveuses. « Et, ma belle, dit Ramsay trop fort, saisissant le bras de la jeune serveuse. Et si toi et moi trouvions une pièce plus privée après ça ?» Sarah, qui se trouvait à quelques pas, vit l'inconfort évident dans les yeux de sa collègue et n'hésita pas. Elle s'approcha rapidement, se positionnant stratégiquement entre Ramsay et l'autre serveuse. « Monsieur,
Puis-je vous offrir du vin? Nous avons un Bordeaux exceptionnel ce soir, dit Sarah avec un sourire professionnel. Mais Nathan pouvait voir la tension dans sa mâchoire. Je ne veux pas de vin. Ma belle. Je te veux, toi, répondit Ramsay, essayant de toucher le visage de Sarah. À cet instant, tout se passa au ralenti. Sarah esquiva son geste, mais le mouvement soudain fit perdre l'équilibre au plateau de vin. 3 verres de Bordeaux 2015, valant $200 chacun, volèrent dans une trajectoire parfaite vers Nathan, qui s'était approché pour intervenir dans la situation. Le vin éclaboussa sa chemise blanche en soie italienne, se répandant en taches rouges comme du sang sur le tissu immaculé. Des gouttes éclaboussèrent son smoking, tachant sa cravate Hermès et aspergeant son visage. Toute la salle de bal sembla se figer. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase, les rires moururent sur les lèvres, et tous les regards se tournèrent vers la scène. Nathan Harper, le milliardaire propriétaire de l'hôtel, était trempé de vin rouge, grâce à une serveuse qui était désormais pâle comme du papier. Je suis tellement désolé, bégaya Sarah, ses yeux verts écarquillés d'horreur. Monsieur, c'était un accident. Yann Pos. Nathan essuya lentement le vin de son visage avec son mouchoir de poche, ses yeux ne quittant jamais les siens. Il s'attendait à voir de la peur, de la soumission, la panique typique de quelqu'un qui venait de commettre une erreur qui pouvait coûter son emploi. Au lieu de cela, après le choc initial, il vit quelque chose de différent dans les yeux de Sarah, de la détermination. Elle avait peur, oui, mais pas brisée. Elle était prête à affronter les conséquences de ses actes, même si cela signifiait défendre quelqu'un de plus faible. Vous avez fait ça pour elle, dit Nathan doucement, désignant la jeune serveuse que Sarah avait protégée. Sarah releva légèrement le menton, une étincelle de défi brillant dans ses yeux. Oui, je l'ai fait. Même en sachant que cela pourrait vous coûter votre emploi. Certaines choses sont plus importantes qu'un emploi, monsieur. À cet instant, quelque chose changea en Nathan. Ce n'était pas seulement une attirance physique, bien que le feu dans les yeux verts de Sarah et la manière dont elle maintenait sa dignité même dans une situation humiliante l'affectaient certainement, c'était une reconnaissance. Pour la première fois depuis des années, il regardait quelqu'un qui comprenait que le caractère valait plus que la commodité. Comment vous appelez-vous? Demanda Teil. Sarah Thornton. Sarah, répéta Teil, testant la sonorité du nom dans sa voix. Vous venez de ruiner une chemise à $1000. Les épaules de Sarah se radirent, se préparant à l'inévitable. Oui, monsieur. Je comprends si vous voulez le déduire de mon salaire ou me licencier. Nathan retira complètement la chemise ruinée, ne laissant que le maillot de corps blanc en dessous, à la surprise générale. Puis il fit quelque chose qui choqua encore plus l'assistance. Il sourit, un sourire sincère, pas le sourire professionnel qu'il réservait aux réunions d'affaires. En fait, Sarah Thornton, dit-il, sa voix portant une note qui pouvait être de l'amusement, je pense que vous venez de me rendre un service. Et à cet instant, avec le vin rouge encore dégoulinant de sa cravate et Sarah le regardant avec un mélange de confusion et de soulagement, Nathan sut qu'il avait trouvé bien plus qu'une candidate pour son plan, il avait trouvé quelqu'un qui pouvait tout changer. Les 3 jours suivant l'incident à l'événement caritatif furent les plus longs de la vie de Sarah. Elle s'attendait à être licenciée à tout moment, imaginant comment elle expliquerait à Olivia qu'elle avait perdu son emploi pour avoir jeté du vin sur le propriétaire de l'hôtel. Au lieu de cela, William Carter lui avait donné une semaine de congé payé, prétendant des ordres venus d'en haut avec un sourire énigmatique. Ce fut un jeudi après-midi pluvieux que la vie de Sarah changea à jamais. Elle était chez elle, dans un petit appartement de 2 chambres dans un quartier modeste de Charleston, aidant Olivia avec ses devoirs de mathématiques lorsque la sonnette retentit. De l'autre côté de la porte se tenait un homme bien habillé, d'allure professionnelle, tenant une enveloppe scellée. Sarah Thornton? Je suis Thomas Bennett, l'avocat de monsieur Nathan Harper. Il souhaiterait vous parler aujourd'hui, si possible. Sarah sentit son estomac se nouer. Est-ce à propos de ce qui s'est passé à l'hôtel? Je peux payer pour la chemise, même si je dois le faire en plusieurs fois. Ce n'est pas à ce sujet, mademoiselle Thornton. Monsieur Harper a une proposition pour vous. Une proposition d'affaires. 2 heures plus tard, Sarah se trouvait au dernier étage du Méridien, dans la suite présidentielle que Nathan utilisait comme bureau lors de ses séjours à Charleston. L'environnement était luxueux mais accueillant. Meubles en cuir vieilli, une vue spectaculaire sur la ville historique, et une cheminée crépitant doucement. Nathan se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, vêtu d'un pull en cachemire gris et d'un pantalon noir. Lorsqu'elle entra, il se tourna, et Sarah dut admettre qu'il était encore plus attirant qu'elle ne s'en souvenait. Il y avait quelque chose dans ses yeux sombres, une intensité qui faisait battre son cœur de manière inconvenante. « Sarah, merci d'être venue, dit-il. »« Monsieur Harper, répondit-elle, gardant sa voix stable, bien qu'à l'intérieur elle soit un faisceau de nerfs. Votre avocat a dit que vous aviez une proposition pour moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Nathan indiqua un fauteuil en cuir. Et appelez-moi Nathan. Je pense qu'après m'avoir aspergé de Bordeaux,
nous pouvons sauter les formalités. Malgré la tension, Sarah sentit les coins de sa bouche se relever légèrement. Je me sens toujours mal à propos de ça. Vous ne devriez pas. C'était révélateur. Nathan s'assit dans le fauteuil opposé, se penchant légèrement en avant. Sarah, puis-je être direct avec vous? Je préfère ça. Je vous ai fait enquêter. Les mots tombèrent comme une pierre dans une eau calme. Sarah sentit son sang se glacer dans ses veines. Je sais pour Olivia, pour vos parents, pour la manière dont vous avez sacrifié vos propres ambitions pour prendre soin d'elle. Je sais que vous avez obtenu votre diplôme avec mention, mais que vous travaillez comme serveuse parce que vous avez besoin d'horaires flexibles et d'argent immédiat. Je sais que vous dormez 4 heures par nuit pour gérer 2 services tout en aidant Olivia avec ses études. Sarah se leva brusquement, le visage rouge d'indignation. Je ne sais pas quel genre de jeu tordu c'est, mais je ne joue pas. De quel droit avez-vous enquêté sur ma vie? Le droit d'un homme désespéré? L'honnêteté brute dans la voix de Nathan la fit s'arrêter. Il s'était levé lui aussi, et il y avait quelque chose dans sa posture, une vulnérabilité mêlée de détermination, qui l'empêcha de sortir par la porte. Sarah, s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes pour expliquer. Si après cela vous voulez partir, je ne vous dérangerai plus jamais. Vous avez ma parole. Elle le fixa pendant de longues secondes, cherchant des signes de mensonge ou de manipulation. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. De la peur, une peur sincère chez un homme qui, clairement, n'était pas habitué à avoir peur. 5 minutes, dit-elle, se rasseyant. Nathan prit une profonde inspiration, passant ses mains dans ses cheveux. Il y a 3 semaines, j'ai appris que j'allais mourir. Une maladie dégénérative rare. Il me reste 3 ans à vivre au maximum. Sarah sentit comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Quelle que soit la proposition qu'elle attendait, ce n'était pas celle-là. Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Et elle l'était vraiment. Merci. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes ici. Nathan se rassit, posant ses coudes sur ses genoux. Sarah, j'ai construit un empire, mais je n'ai personne à qui le laisser. Je n'ai pas de vraie famille, pas d'enfants, personne qui se soucie de moi au-delà de ce que mon argent peut acheter. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? J'ai besoin d'un héritier. Et vous avez besoin de sécurité financière. Le silence s'étira entre eux, lourd d'implications. Sarah sentit son cœur s'emballer alors qu'elle commençait à comprendre où la conversation menait. Que proposez-vous exactement? Nathan se leva, se dirigeant vers un bureau où se trouvait un dossier de documents. Un mariage? Un contrat de 2 ans, renouvelable si les 2 parties sont d'accord. Vous porteriez mon enfant, et en retour, je garantis que vous et Olivia n'aurez plus jamais à vous soucier d'argent. Sarah se leva si vite que la chaise manqua de basculer en arrière. Vous êtes fou? Complètement fou. Je suis pragmatique. Nathan se tourna pour lui faire face, ses yeux sombres intenses. Sarah, j'ai vu comment vous avez défendu votre collègue lors de l'événement. J'ai vu votre intégrité, votre force, votre compassion. Vous n'êtes pas motivé par la cupidité. Vous êtes motivé par l'amour pour votre sœur, la volonté de tout sacrifier pour elle. Ce sont les qualités que je veux que mon enfant hérite. Vous voulez m'acheter? Dit Sarah, sa voix tremblant de colère et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait identifier. Non, je veux m'associer avec vous. Un partenariat honnête. Nathan fit un pas vers elle, s'arrêtant lorsqu'il la vit reculer. Ce ne serait pas un mariage de façade. Ce serait réel, Sarah. Nous vivrions ensemble, partagerions une vie, et je prendrais soin de vous pour de vrai pendant 2 ans. Jusqu'à ce que vous mouriez. Oui. La brutalité de son honnêteté la frappa comme un coup à l'estomac. Sarah le fixa, cherchant des signes que c'était une sorte de blague cruelle. Au lieu de cela, elle vit un homme qui offrait tout ce qu'il avait en échange de quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Une famille? Et si je dis non? Alors vous partez, et je trouve quelqu'un d'autre. Tout simplement. Nathan retourna à son fauteuil mais ne s'assit pas. Mais avant que vous ne répondiez, laissez-moi vous montrer ce que j'offre. Il ouvrit le dossier et en sortit quelques documents. Olivia terminerait dans l'école privée la plus exclusive de Charleston, les études universitaires payées où elle voudra. Vous auriez une allocation mensuelle de 50 000 $, une maison, pas un appartement, une vraie maison, et un fonds fiduciaire de 5 millions de $ à votre nom après la naissance de l'enfant. Sarah sentit ses jambes faiblir. C'étaient des chiffres qu'elle n'avait vus que dans les films. Et si je ne peux pas tomber enceinte? Nous essaierons pendant 2 ans. Si ça ne marche pas, vous gardez la moitié de ce que j'ai promis, et Olivia a quand même ses études garanties. Et si vous mourrez avant les 2 ans? Vous héritez de tout, l'entreprise, les propriétés, tout. Sarah marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville qu'elle connaissait si bien, mais qui semblait soudain complètement différente. En bas, les gens déambulaient dans les rues historiques, vivant leur vie simple et prévisible. Il y a 1 heure. Elle était l'une d'entre eux. Maintenant, on lui offrait la chance de tout changer. Pourquoi moi? Demanda-t-elle sans se retourner. Parce que lorsque vous avez jeté ce vin sur moi pour défendre votre collègue,
j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu chez quelqu'un depuis des années, un véritable caractère. Vous n'avez pas hésité à risquer votre emploi pour quelqu'un de plus faible. C'est le genre de personne que je veux que mon enfant soit. Sarah ferma les yeux, sentant des larmes chaudes pressées contre ses paupières. C'était une offre impossible à refuser et impossible à accepter en même temps. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle enfin. Pinzoa. Mais, Sarah, lorsqu'elle se tourna, Nathan était plus près qu'elle ne s'y attendait, ses yeux sombres fixés sur les siens. Ce ne serait pas juste une transaction commerciale froide, je me soucierais vraiment de vous. Et c'est dans cette promesse murmurée, dans la vulnérabilité qui lui laissa voir, que Sarah réalisa que cette décision impossible n'était pas si impossible après tout. La décision fut prise lors d'une nuit sans sommeil, 3 jours après la proposition de Nathan. Sarah était assise dans la petite cuisine de l'appartement, regardant Olivia dormir sur le canapé avec un livre de biologie ouvert sur sa poitrine. À 20 ans, sa sœur était brillante, déterminée, mais Sarah voyait l'épuisement dans ses yeux, l'épuisement de quelqu'un qui travaillait à mi-temps tout en étudiant parce qu'elle savait que chaque centime comptait. C'est à ce moment que Sarah réalisa qu'elle ne choisissait pas seulement pour elle-même. Elle choisissait pour Olivia, pour l'avenir qu'elle méritait toutes les deux. Et elle choisissait aussi pour Nathan. Il y avait quelque chose chez cet homme, une profonde solitude qui faisait écho à la sienne, qui la touchait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. L'appel à Nathan à 6 heures du matin fut bref. Oui. Ma réponse est oui. 2 semaines plus tard, Sarah se tenait devant le miroir dans l'un des salons privés les plus exclusifs de Charleston, ajustant la robe de mariée qu'elle avait choisie. Ce n'était pas la robe de rêve d'une petite fille. Il n'y avait ni tulle volumineux ni traîne dramatique. Au lieu de cela, elle avait choisi quelque chose d'élégant et simple, une robe en soie ivoire ajustée au corps avec un décolleté subtil et des manches longues en dentelle délicate. C'était magnifique mais discret, approprié pour un mariage qui était plus une transaction commerciale qu'un conte de fées. Ou du moins, c'est ce qu'elle essayait de se convaincre. « Tu es magnifique », dit Olivia derrière elle, ajustant le voile simple à une seule couche. Ces derniers jours, après que Sarah eut expliqué la situation, en omettant soigneusement les détails plus intimes de l'accord, Olivia avait alterné entre choc, inquiétude et une excitation prudente face au changement à venir. « Tu es sûre de ça, Sarah ? On peut encore sortir par cette porte et rentrer à la maison. » Sarah regarda le reflet de sa sœur dans le miroir. Olivia portait une robe bleu marine que Nathan avait insisté pour acheter, et elle était plus belle que jamais, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux verts, les mêmes yeux que Sarah voyait dans le miroir tous les jours. « Je suis sûre, » répondit Sarah, bien que sa voix tremblât légèrement. « Olivia, ça va changer nos vies pour le mieux. Mais est-ce que tu l'aimes, même un peu ?» La question frappa Sarah de manière inattendue. Au cours des 2 semaines depuis qu'elle avait accepté la proposition, elle et Nathan s'étaient rencontrés plusieurs fois pour discuter des détails pratiques, où ils vivraient, à quoi ressemblerait la vie quotidienne, les questions médicales. Mais dans toutes ces réunions, il y avait une tension sous-jacente, une attirance qu'aucun des deux n'avait mentionnée mais qui était toujours présente dans l'air entre eux. « Je le respecte. » dit Sarah finalement. Et c'est plus que ce que, beaucoup de mariages ont. 15 minutes plus tard. Sarah descendait l'allée d'une petite chapelle historique, ses pas résonnant doucement sur le marbre ancien. Il n'y avait que 12 personnes présentes. Olivia, Thomas Bennett, Simon, l'assistant de Nathan, quelques employés proches, et, de manière surprenante, la mère de Nathan, Margaret Harper. Margaret était exactement comme Sarah l'avait imaginé, une femme de 62 ans aux cheveux blonds parfaitement coiffés, portant un tailleur Chanel et une expression de désapprobation à peine dissimulée. Ses yeux froids avaient analysé Sarah de la tête aux pieds lorsqu'elles avaient été présentées, et la conclusion n'avait clairement pas été favorable. Mais rien de tout cela n'importait, lorsque Sarah vit Nathan l'attendant à l'hôtel. Il était d'une élégance dévastatrice dans un smoking noir sur mesure, ses cheveux sombres coiffés en arrière, et lorsque leurs yeux se rencontrèrent, quelque chose se contracta dans la poitrine de Sarah. Il y avait de la nervosité là, dedans, mais aussi quelque chose de plus chaud, de plus profond, de l'admiration, peut-être, ou quelque chose qui pouvait facilement être confondu avec quelque chose de plus dangereux. Lorsqu'elle atteignit l'hôtel, Nathan lui tendit la main, et Sarah sentit la force et la chaleur de ses doigts entrelacés avec les siens. Sa voix était basse, juste pour elle, lorsqu'il murmura « Tu es éblouissante ». La cérémonie fut brève mais intime. Le pasteur, un homme aux cheveux gris, conduisit les vœux traditionnels avec une solennité qui rendait tout plus réel que Sarah ne l'avait prévu. Lorsqu'il fut temps d'échanger les alliances, Nathan glissa à son doigt une bague en diamant et platine qui devait coûter plus que ce qu'elle gagnait en un an, mais qui, d'une certaine manière, semblait parfaite à sa main. « Avec cette bague, je t'épouse, » dit Nathan, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Et je promets de prendre soin de toi, de te protéger et de te respecter aussi longtemps que nous vivrons tous les deux. » Lorsque Sarah répéta les vœux, plaçant l'anneau en or blanc au doigt de Nathan,
Elle sentit des larmes inattendues presser contre ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, réalisa-t-elle avec surprise. C'étaient des larmes de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, du soulagement, peut-être, ou de l'espoir. Vous pouvez embrasser la mariée, annonça le pasteur. Pendant un instant, Nathan hésita, ses yeux cherchant les siens comme pour demander la permission. Sarah hocha la tête presque imperceptiblement, et alors il se pencha, ses mains tenant doucement son visage. Le baiser fut doux, respectueux, mais il y avait un courant électrique sous-jacent qui fit battre le cœur de Sarah. Ses lèvres étaient chaudes et fermes, et lorsqu'il s'écarta, elle pouvait sentir son souffle contre sa peau. « Madame Harper » murmura-t-il, un demi-sourire courbant ses lèvres. « Monsieur Harper » répondit-elle, surprise par la naturalité de ses mots. La réception fut petite, organisée sur la terrasse privée du Méridien. Alors que le soleil se couchait sur Charleston, Sarah se retrouva à naviguer dans des conversations polies avec des gens qu'elle n'aurait jamais imaginé rencontrer. Simon était gentil et sincèrement chaleureux, visiblement soulagé de voir Nathan heureux. Thomas Bennett était professionnel mais cordial. Margaret Harper, en revanche, était une toute autre histoire. « Alors, ma chère, dit Margaret lorsqu'elle se retrouva seule avec Sarah, j'espère que vous comprenez que ceci n'est que temporaire. Nathan traverse une période difficile, mais il surmontera cette phase. » Sarah sentit la colère monter dans sa gorge mais garda sa voix calme. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Harper, ce n'est pas une phase. C'est un mariage. »« C'est une erreur, » répondit Margaret froidement. « Et quand Nathan s'en rendra compte, j'espère que vous serez assez intelligente pour disparaître discrètement. » Avant que Sarah ne puisse répondre, une main forte se posa sur sa taille. Nathan était apparu à ses côtés, ses yeux sombres fixés sur sa mère avec une expression que Sarah n'avait jamais vue auparavant, une protection féroce mêlée d'irritation. « Mère, je pense qu'il est temps que vous rentriez chez vous, dit-il, sa voix dangereusement calme. « Nathan, chéri, je voulais juste partir, interrompit-il. « Maintenant. » Après le départ de Margaret, visiblement offensé, Nathan se tourna vers Sarah, ses mains toujours sur sa taille. « Je suis désolé pour ça. Elle n'avait pas le droit de vous parler ainsi. »« Ce n'est pas grave, » mentit Sarah, ressentant encore les mots venimeux de Margaret résonner dans son esprit. « Non, ce n'est pas vrai. » Nathan se rapprocha, sa voix basse et intime. « Sarah, vous êtes ma femme maintenant. Personne, ne vous manquera de respect en ma présence. » L'intensité dans sa voix fit remuer quelque chose dans la poitrine de Sarah. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un offrait de la protéger, d'être de son côté. Plus tard, lorsque les derniers invités partirent et qu'Olivia fut emmenée par Simon pour passer la nuit à l'hôtel, offrant aux jeunes mariés de l'intimité, Sarah se retrouva seule avec Nathan dans la suite présidentielle qui était désormais temporairement son foyer. La suite avait été transformée. Il y avait des bougies éparpillées dans la pièce, des pétales de rose sur le sol, et du champagne frais attendant sur une table en argent. C'était romantique d'une manière qui faisait battre le cœur de Sarah et dressait ses défenses en même temps. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, » dit-elle, désignant la décoration romantique. « J'en avais envie, » répondit Nathan simplement. Il avait retiré sa veste et sa cravate, et avec les manches de sa chemise blanche retroussées jusqu'au coude, il semblait plus jeune, plus accessible. « Sarah, je sais que c'est étrange pour nous deux, mais j'ai pensé que peut-être nous pourrions essayer de rendre cela agréable. » Il versa du champagne pour eux deux, ses mains tremblant légèrement. Sarah réalisa avec surprise qu'il était nerveux, aussi nerveux qu'elle l'était. « À de nouveaux départs » porta-t-il un toast, levant son verre. « À de nouveaux départs » répéta Sarah, touchant son verre au sien. Le champagne était doux et coûteux, mais Sarah remarqua à peine le goût. Elle était trop occupée à observer Nathan, la manière dont la lumière des bougies dansait dans ses yeux sombres, comment sa bouche se courbait en un demi-sourire nerveux. « Alors, » dit-elle, essayant de briser la tension croissante entre eux, « que faisons-nous maintenant ?» Nathan posa son verre, faisant un pas vers elle. « Maintenant, Sarah Harper, nous commençons notre vie ensemble. » Lorsqu'il lui tendit la main, Sarah n'hésita qu'une seconde avant de l'accepter. Leurs doigts s'entrelacèrent. Et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté sa proposition impossible, Sarah se permit de penser que peut-être, juste peut-être, cela pourrait devenir quelque chose de réel. Les premiers jours en tant que Madame Harper passèrent dans un brouillard surréaliste de changement. Sarah se retrouva à vivre dans le penthouse de Nathan à Manhattan, un appartement sur 2 étages avec des vues panoramiques sur la ville, décoré d'art moderne, et de meubles qui coûtaient plus cher que sa vieille maison entière. Olivia s'était inscrite dans l'école privée la plus prestigieuse de Charleston, tous les frais couverts. Et pour la première fois depuis des années, Sarah n'avait pas besoin de vérifier son solde bancaire avant d'acheter des courses. Mais c'étaient les petits moments inattendus qui démolissaient lentement les barrières qu'elle avait construites autour de son cœur. Comme ce matin où elle se réveilla et trouva Nathan dans la cuisine, préparant du café et des œufs brouillés avec la concentration de quelqu'un qui, clairement, n'était pas habitué à cuisiner pour lui-même.
Encore moins pour une autre personne. Je pensais que vous aviez un chef, dit Sarah, nouant la robe de chambre en soie qu'il avait insisté pour lui acheter. C'est vrai, mais j'ai renvoyé tout le personnel domestique pour la semaine, répondit Nathan, se tournant vers elle avec une expression presque timide. Je pensais que vous voudriez être de l'intimité, pour que nous nous habituions l'un à l'autre. Il y avait quelque chose de touchant dans sa considération, dans la manière dont il essayait de rendre cette situation impossible plus confortable pour elle. Sarah s'approcha, regardant Nathan lutter avec des œufs qui brûlaient clairement dans la poêle. « Laissez-moi vous aider, dit-elle, touchant légèrement son bras. La cuisine était assez grande pour 3 personnes, mais d'une manière ou d'une autre, lorsque Sarah se plaça à côté de Nathan près de la cuisinière, l'espace semblait intime, elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, l'odeur subtile de son eau de Cologne mêlée à quelque chose de purement masculin et purement lui. « Vous cuisinez » demanda-t-il, regardant comment elle sauvait habilement les œufs. « Je cuisine depuis que j'ai 16 ans. Quand vous devez nourrir une adolescente avec le budget d'une serveuse, vous apprenez à être créative. Apprenez-moi. » dit Nathan soudainement. Sarah le regarda, surprise. « Quoi ? Apprenez-moi à cuisiner. Au moins les bases. Si nous allons, » il hésita, les mots suspendus entre eux, « si nous allons partager une vie, j'aimerais pouvoir prendre soin de vous parfois. » Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa demande, une admission que, malgré toute sa richesse et son pouvoir, il y avait des choses simples dans la vie qu'il n'avait jamais apprises. Sarah sentit quelque chose s'adoucir dans sa poitrine. « D'accord, » dit-elle doucement. « On peut commencer par des œufs brouillés qui ne ressemblent pas à du caoutchouc. » C'est ainsi que leurs matinées commencèrent. Sarah apprenant à Nathan comment faire un café correct, comment assaisonner correctement les œufs, la différence entre faire sauter et frire. Il était un élève attentif et étonnamment humble, posant des questions et acceptant les corrections sans l'ego qu'elle aurait attendu d'un milliardaire habitué à donner des ordres. Mais ce furent les nuits qui changèrent vraiment tout. 3 semaines après le mariage, Nathan était revenu d'un voyage d'affaires de 2 jours à Londres. Sarah l'avait attendu, bien qu'elle ne l'admettrait pas à elle-même. Lorsqu'il arriva à l'appartement à 23 heures, elle était dans le salon, lisant un livre sur lequel elle ne pouvait se concentrer. « Tu n'avais pas besoin de m'attendre, » dit-il, posant sa mallette. Il y avait de l'épuisement dans ses yeux, et Sarah remarqua comment il s'appuyait discrètement contre le comptoir pendant un moment. « Tu vas bien » demanda-t-elle, fermant le livre. « Juste un peu fatigué. Long fall. » Mais Sarah avait appris à lire les signes. La manière dont il massait discrètement sa tempe gauche, comment ses mouvements étaient légèrement plus lents que d'habitude, comment il clignait des yeux plus que d'ordinaire. « Nathan, quand as-tu mangé quelque chose de consistant pour la dernière fois ? » Je ne me souviens pas. Sarah se leva, lui tendant la main. « Viens, je vais préparer quelque chose de simple. »« Sarah, tu n'as pas besoin de viens, » répéta-t-elle, plus fermement. Dans la cuisine, elle prépara un sandwich au dindon et au fromage et une tasse de thé à la camomille, tandis que Nathan était assis sur un tabouret haut au comptoir, observant chacun de ses mouvements avec une intensité qui faisait frissonner sa peau. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il lorsqu'elle posa l'assiette devant lui. « Faire quoi ? Prendre soin de moi. » Ce n'était pas dans le contrat. Sarah s'arrêta, ses mains toujours sur le comptoir près des siennes. Peut-être parce que certaines choses sont plus importantes que les contrats. Nathan la regarda longuement, quelque chose changeant dans son regard. « Sarah, il y a quelque chose que je dois te dire. » Le ton sérieux de sa voix fit se contracter son estomac. « Qu'est-ce que c'est ? » Les épisodes empirent, plus fréquents. Le médecin a dit que c'est normal dans la progression de la maladie. Il passa ses mains dans ses cheveux, une admission de vulnérabilité que Sarah voyait rarement chez lui. « Parfois, j'ai peur que le temps s'écoule plus vite que prévu. » Sarah sentit comme si quelqu'un lui serrait le cœur avec un poing de fer. Sans réfléchir, elle couvrit sa main de la sienne. « Alors nous ne gaspillerons pas un seul moment, » dit-elle doucement. Ce fut cette nuit-là, lorsque Nathan eut un autre épisode de vertige en se préparant pour aller au lit, que tout changea. Sarah se brossait les dents dans la salle de bain adjacente lorsqu'elle entendit un bruit sourd venant de la chambre. Elle se précipita et trouva Nathan appuyé lourdement contre la commode, le visage pâle, luttant pour maintenir son équilibre. « Nathan !» Elle courut vers lui, passant son bras autour de sa taille pour le soutenir. « Tu vas bien ? Juste donne-moi une minute, » murmura-t-il, fermant les yeux et s'appuyant sur elle. Sarah le guida soigneusement jusqu'au lit, l'aidant à s'asseoir. Leur corps était proche, et elle pouvait sentir les légers tremblements qui le parcouraient, voir l'effort qu'il faisait pour garder le contrôle. « Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps, » dit-elle doucement, comme elle l'avait dit cette première nuit. « Pas avec moi. » Nathan ouvrit les yeux, et il y avait quelque chose de dévastateur dans la vulnérabilité qu'elle vit là, dedans. « Sarah, je ne veux pas que tu me vois comme ça. Faible, brisée. »« Tu n'es pas brisée, » interrompit-elle, ses mains encadrant son visage. « Tu es humain, et tu combats quelque chose d'impossible avec plus de courage que quiconque que je connais. » Ils restèrent ainsi un moment,
se regardant dans le silence de la pièce, éclairée uniquement par la douce lumière de la ville filtrant à travers les fenêtres. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, Nathan inclina la tête et l'embrassa. Ce n'était pas comme le baiser chaste de la cérémonie de mariage. Celui-ci était profond, avide, rempli de mois de tensions contenues et de sentiments que ni l'un ni l'autre n'avaient osé nommer. Les mains de Sarah s'entrelacèrent dans ses cheveux, le rapprochant, et elle pouvait sentir le grognement sourd qui s'échappait de sa gorge. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement. « Sarah » murmura Nathan contre ses lèvres. « Ça ne devrait pas. » « Chut » chuchota-t-elle, l'embrassant à nouveau, plus doucement cette fois. « Ne pense pas. » Restens juste. Ce qui se passa ensuite était inévitable et parfait. Ils firent l'amour là, sur le canapé de la chambre, avec passion et tendresse, sans se presser. Le toucher de Nathan était révérencieux, ses mains explorant chaque courbe de son corps comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. Sarah répondit avec la même intensité, lui montrant par chaque caresse qu'elle était là, non par obligation, mais par choix. C'était ardent et intime, rempli de soupirs étouffés et de promesses murmurées. Lorsqu'il la regarda dans les yeux en se mouvant en elle, Sarah vit quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à la fois, de l'amour. Un amour réel, profond, dévastateur. Ensuite, allongés entrelacés parmi les draps emmêlés, aucun des deux ne dit rien. Mais lorsque Nathan traça des motifs paresseux sur sa peau nue, et que Sarah se blottit plus près de sa poitrine, tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était plus une question de contrat ou d'arrangement pratique. C'était quelque chose de bien plus dangereux et bien plus réel. 6 semaines après cette nuit qui changea tout, Sarah était dans la salle de bain du Penthouse à 6 heures du matin, tenant un test de grossesse avec des mains tremblantes. 2 lignes rose clair la fixaient, confirmant ce que son corps lui murmurait depuis des jours. Les seins sensibles, les légères nausées matinales, la fatigue qu'aucune quantité de sommeil ne semblait guérir, elle était enceinte. Elle s'assit sur le bord de la baignoire en marbre, encore en train de traiter la réalité. C'était exactement ce que Nathan voulait, ce qu'ils avaient planifié. Mais d'une certaine manière, cela semblait surréaliste. Peut-être parce que, ces dernières semaines, alors que leur relation s'était approfondie, elle avait presque oublié que le bébé faisait partie d'un accord. Pour elle, c'était devenu quelque chose de plus. Une famille qu'elle voulait vraiment, mais serait-ce la même chose pour Nathan? Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, elle trouva Nathan dans la cuisine, préparant du café comme cela était devenu leur rituel matinal. Il ne portait qu'un pantalon de pyjama en soie noire, son torse nu révélant les muscles définis qu'elle avait appris à connaître intimement. En la voyant, son visage s'illumina de ce sourire réservé uniquement à elle. « Bonjour, Madame Harper » dit-il, s'approchant pour l'embrasser doucement. Mais lorsqu'il se recula, il fronça les sourcils. « Tu es pâle. Tu te sens bien ?» Sarah prit une profonde inspiration, le test de grossesse encore chaud dans sa main fermée. « Nathan, il faut que je te dise quelque chose. » Quelque chose dans la gravité de sa voix changea instantanément son expression. Il posa sa tasse de café, toute son attention concentrée sur elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Sans un mot, Sarah ouvrit sa main, révélant le test. Nathan regarda le petit objet en plastique pendant ce qui sembla une éternité, traitant ce qu'il voyait. « Tu es nous sommes sensintes. » Oui. Le visage de Nathan se transforma en une expression de pure joie, un sourire qui illumina ses yeux sombres d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. D'un mouvement fluide, il la souleva par la taille et la fit tournoyer dans l'air, riant d'une manière qui semblait presque jeune. « Sarah, mon Dieu, c'est incroyable. » Il la reposa, ses mains allant immédiatement à son ventre encore plat. « Quand? Comment te sens-tu? Tu vas bien? Il faut appeler un médecin. Planifier des examens. » Sa réaction était tout ce que Sarah pouvait espérer et plus encore. Il y avait une joie sincère là, dedans, de l'excitation, du soin. Mais il y avait autre chose aussi. Du soulagement. Comme si une case importante avait été cochée sur sa liste. « Nathan, » dit-elle doucement, couvrant ses mains des siennes. « J'ai besoin de savoir. Est-ce pour le bébé ou pour nous ?» La question le prit au dépourvu. Il la regarda, la confusion traversant ses traits. « Que veux-tu dire? Es-tu heureux parce que tu vas avoir l'héritier que tu voulais, ou parce que nous allons avoir un enfant ensemble ?» Pendant un moment, Nathan ne répondit pas, et dans ce silence, Sarah sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus prudente. « Sarah, les deux choses ne s'excluent pas mutuellement. Je veux cet enfant. Je veux notre famille. Mais oui, je suis soulagé. Cet enfant garantit que mon héritage continue, que Caleb n'hérite de rien, que tout ce pourquoi j'ai travaillé ne sera pas gaspillé. » Son honnêteté, bien qu'appréciée, coupa plus profondément que Sarah ne l'avait prévu. Elle se recula légèrement, ses mains tombant de son ventre. « Ya comprends, Sarah. Ce n'est pas comme ça. Tu sais que ce n'est pas comme ça. » Nathan tenta de l'atteindre, mais elle recula d'un autre pas. « Ce que je ressens pour toi est réel.
Ce que nous avons est réel. Vraiment? Ou suis-je juste une couveuse pratique que tu as fini par aimer? L'accusation frappa Nathan comme une gifle. Ses yeux s'assombrirent, non de colère, mais de douleur. Comment peux-tu dire ça? Après tout ce que nous avons partagé, après comment nous avons été ensemble, après 1 mois et demi de bon sexe et de petits déjeuners? Sarah riposta, sachant qu'elle était cruelle mais incapable de s'arrêter. Nathan. Je ne sais rien de toi, de ta maladie, de ton traitement, de ce qui t'arrive vraiment. Tu m'as parlé du diagnostic, mais quand as-tu vu ton médecin pour la dernière fois? Fais des examens? Prends-tu des médicaments? Suis-tu un traitement? Les questions jaillirent en torrent, alimentées par des semaines d'inquiétude refoulées. Tu agis comme si la maladie n'existait pas, Nathan, comme si c'était juste un petit inconvénient. Nathan passa ses mains dans ses cheveux, une expression de frustration traversant son visage. Il n'y a pas de vrai traitement, Sarah. Juste retarder l'inévitable. Mais tu n'essaies même pas. On dirait que tu as abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je suis ici. Je construis quelque chose avec toi. J'essaie de tirer le meilleur parti du temps qu'il nous reste. Le temps qu'il nous reste, répéta Sarah, les mots amers sur sa langue. Tout revient toujours à ça, n'est-ce pas? Ta mort, ton compte à rebours. Et moi, je suis quoi? Une distraction agréable avant la fin? Arrête. La voix de Nathan était ferme maintenant, avec une pointe de colère. Tu sais que ce n'est pas vrai. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu gardes des pans entiers de ta vie secret. Je suis ta femme, Nathan, la mère de ton enfant, mais j'ai l'impression d'être juste une employée bien traitée. Il se tenait là, au milieu de la cuisine luxueuse, se regardant à travers un gouffre qui s'était soudain ouvert entre eux. Toute l'intimité et la connexion des semaines précédentes semblaient s'être évaporées, ne laissant que l'accord commercial initial, nu et froid entre eux. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, dit Nathan finalement, sa voix fatiguée. Je veux la vérité. Toute la vérité. Je veux que tu arrêtes de me protéger de ta maladie comme si j'étais une enfant fragile. Je veux que tu me laisses entrer dans ta vraie vie, pas juste la version éditée que tu penses que je peux gérer. Nathan la regarda longuement, quelque chose luttant derrière ses yeux. Pendant un instant, Sarah pensa qu'il pourrait céder, qu'il ouvrirait enfin les vannes et la laisserait entrer complètement. Au lieu de cela, il se retira. Je dois aller au bureau. J'ai une réunion importante. Nathan, félicitations pour le bébé, Sarah. C'est exactement ce que nous voulions. Les mots sonnaient formels, distants, comme s'ils étaient revenus au début. Deux étrangers concluant une transaction commerciale. Sarah le regarda quitter la cuisine, entendit le bruit de la douche, puis le mouvement de lui se préparant et quittant l'appartement. Lorsque la porte se ferma derrière lui, Sarah s'assit sur le tabouret de cuisine où ils avaient partagé tant de matins intimes, une main allant instinctivement à son ventre. « Eh bien, bébé » murmura-t-elle dans le silence, « on dirait que papa a quelques problèmes d'intimité. » Mais même en essayant de plaisanter sur la situation, Sarah ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de fondamental s'était brisé entre eux ce matin-là. Et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté la proposition de Nathan, elle se demanda si elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Au cours des 2 semaines suivantes, ils existaient dans une étrange courtoisie formelle. Nathan était attentif, prudent, demandait des nouvelles de son bien-être et du bébé. Mais il y avait une distance entre eux qui n'existait pas auparavant, une barrière invisible que même le désir mutuel ne semblait pouvoir briser. Ils dormaient toujours dans le même lit mais ne se touchaient pas. Partageaient encore des repas, mais les conversations étaient superficielles. Et chaque nuit, Sarah s'allongeait à côté de son mari, écoutant sa respiration dans l'obscurité, et se demandait si elle le connaissait vraiment ou s'il la laisserait jamais vraiment le connaître. Ce qui commença comme un soupçon devint une obsession au cours des semaines suivant la dispute. Sarah ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas dans toute la situation de Nathan. Ce n'était pas seulement les secrets qu'il gardait sur son traitement. C'était comment il semblait, paradoxalement, plus en santé chaque jour qui passait. Les vertiges, autrefois fréquents, étaient devenus rares. Son énergie était meilleure, son teint plus vif. Pour quelqu'un atteint d'une maladie dégénérative progressive, Nathan semblait s'améliorer. Ce fut un jeudi après-midi, pendant que Nathan était à une réunion qui se prolongerait tard, que Sarah décida de faire ce qu'elle envisageait depuis des semaines. Assise dans le bureau du Penthouse, avec des dossiers médicaux éparpillés sur le bureau en acajou, elle appela le docteur Edward Sterling. « Docteur Sterling, ici Sarah Harper, la femme de Nathan. Je sais que cela peut sembler étrange, mais j'aimerais prendre un rendez-vous. Pas pour moi, à propos de mon mari. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Madame Harper, je comprends votre inquiétude, mais les affaires médicales de votre mari sont confidentielles. Je ne peux pas discuter, docteur. Je suis enceinte de son enfant, et il y a des choses à propos de l'état de Nathan qui n'ont pas de sens. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe pour le bien de notre bébé. » Une autre pause, plus longue cette fois. Quel genre de choses n'ont pas de sens? Il semble aller mieux. Les symptômes diminuent,
ne s'aggrave pas. Pour une maladie dégénérative progressive, est-ce possible? Le silence qui suivit fut assourdissant. Lorsque le docteur Sterling parla enfin, sa voix semblait étrange, tendue. « Madame Harper, il vaudrait peu, être mieux que nous parlions en personne. Pouvez-vous venir à mon cabinet demain à 14 heures? Bien sûr, mais, docteur, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Madame Harper, nous parlerons demain. » Sarah raccrocha le téléphone avec des mains tremblantes. Il y avait quelque chose dans la voix du médecin, de la culpabilité, peut-être, ou de la peur, qui confirmait ses soupçons qu'il y avait bien plus dans cette histoire que ce que Nathan lui avait dit. Le lendemain matin, Sarah mentit à Nathan, disant qu'elle allait à des examens prénataux de routine. Il embrassa son front distraitement, murmurant quelque chose à propos de réunions importantes, totalement inconscient que sa femme était sur le point de découvrir des vérités qui pourraient tout détruire entre eux. Le cabinet du docteur Sterling semblait différent pendant la journée, moins intimidant, plus ordinaire. Mais lorsqu'elle fut conduite à son bureau, le médecin semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis qu'elle l'avait vu pour la dernière fois au mariage. « Madame Harper, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. Docteur, j'ai besoin de connaître la vérité sur mon mari, sur sa maladie. » Le docteur Sterling retira ses lunettes, les nettoyant nerveusement. « Madame Harper, ce que je vais vous dire cela va tout changer. Êtes-vous sûre de vouloir savoir? » Le cœur de Sarah s'emballa. « Oui. Votre mari n'est pas malade. Il ne l'a jamais été. » Les mots frappèrent Sarah comme un train à grande vitesse. Pendant un moment, elle ne put traiter ce qu'elle avait entendu. « Quoi? Qu'avez-vous dit? Le diagnostic que j'ai donné à Nathan il y a 4 mois était faux, fabriqué. Il n'a aucune maladie dégénérative. » Sarah sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. « C'est impossible. Pourquoi auriez-vous menti sur quelque chose comme ça? » Le docteur Sterling se leva, marchant vers la fenêtre avec les épaules affaissées. « Parce que j'ai été payé pour mentir. Très bien payé. » Payé par qui? Caleb Harper. Le nom frappa Sarah comme un coup à l'estomac. Caleb, le frère de Nathan, l'homme qui serait déshérité si Nathan avait un enfant, l'homme qui avait tout à gagner en faisant croire à Nathan qu'il était mourant. Expliquez tout. Le docteur Sterling retourna à son fauteuil, l'air d'un homme portant le poids du monde. Caleb m'a approché il y a 5 mois, disant qu'il avait besoin que Nathan croie qu'il était mourant, offrant 2 millions de dollars pour que je falsifie des tests, crée un faux diagnostic, et vous avez accepté. Ma fille, elle a une leucémie. Elle avait besoin d'un traitement expérimental, qui n'était pas couvert par l'assurance. 2 millions payerait tout et sécuriserait son avenir. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux du médecin. Je savais que c'était mal, mais vous avez choisi votre fille plutôt que mon mari. Oui. Et je me suis haï pour ça chaque jour depuis. Sarah se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas dans la pièce. Son esprit s'emballait, traitant les implications dévastatrices de ce qu'elle venait de découvrir. Les symptômes de Nathan, les vertiges, la fatigue, probablement du stress et de l'anxiété. Quand vous croyez que vous êtes mourant, votre corps peut manifester des symptômes psychosomatiques, où il hésita Caleb à être trouvé d'autres moyens de renforcer l'illusion. D'autres moyens? De petites doses de certains médicaments peuvent causer des vertiges et de la fatigue sans dommage permanent. Si quelqu'un avait accès à la nourriture ou à la boisson de Nathan, Sarah sentit la nausée monter dans sa gorge. Êtes-vous en train de suggérer que Caleb empoisonnait mon mari? Je suggère que Caleb est un homme désespéré avec beaucoup à perdre, et que les hommes désespérés sont capables de choses impensables. Sarah cessa de faire les 100 pas, regardant directement le médecin. J'ai besoin de preuves. De vrais tests, des documents qui prouvent que Nathan est en bonne santé. J'ai déjà tout préparé, dit le docteur Sterling, lui tendant un dossier épais. De vrais tests sanguins que j'ai fait secrètement lors du dernier rendez-vous de Nathan. Des résultats d'imagerie, tout. Il est parfaitement en bonne santé, Madame Harper. Il n'a rien. Sarah prit le dossier avec des mains tremblantes. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que j'ai vu comment cet homme a changé après vous avoir épousé. J'ai vu du bonheur dans ses yeux pour la première fois depuis des années. Et j'ai réalisé que ce que j'ai fait ne tuait pas seulement Nathan émotionnellement, cela détruisait toute chance qu'il avait d'avoir une vraie vie avec vous et votre fille. Elle est encore en traitement, mais il y a d'autres moyens d'obtenir de l'argent. Des moyens qui n'impliquent pas de détruire des vies innocentes. Sarah ouvrit le dossier, regardant les tests et les résultats qui confirmaient ce que le médecin avait dit. Nathan était en bonne santé, complètement, parfaitement en bonne santé. Il y a une chose de plus, dit le docteur Sterling doucement. Caleb n'a pas agi seul. Que voulez-vous dire? Margaret Harper savait. Elle a financé une partie du paiement. La révélation finale frappa Sarah comme un marteau. La mère de Nathan, la femme qui avait été si cruelle au mariage, était impliquée dans le complot pour faire croire à son propre fils qu'il était mourant. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais approuvé les choix de Nathan. Elle voulait qu'il épouse quelqu'un de leur cercle social, qu'il ait des enfants avec une femme convenable.
Dans son esprit tordu, si Nathan croyait qu'il était mourant, il ferait des choix désespérés qu'elle pourrait ensuite annuler. Sarah referma le dossier, son esprit formulant déjà ce qu'elle devait faire. « Docteur, m'aiderez-vous à exposer cela ? » « Oui, c'est la bonne chose à faire, même si cela signifie la fin de ma carrière. Et ça le sera probablement. Je sais. Mais certaines choses sont plus importantes que les carrières. Je l'ai appris en vous regardant, vous et Nathan. » Lorsqu'elle quitta le cabinet 2 heures plus tard, Sarah avait assez de preuves pour détruire complètement Caleb et Margaret. Mais elle avait aussi la connaissance dévastatrice que tout son mariage, toute sa vie avec Nathan, avait été construit sur un mensonge. La question maintenant était, que ferait-elle de cette vérité, et, plus important encore, comment Nathan réagirait-il lorsqu'il découvrirait qu'il avait été trahi par les personnes en qui il avait le plus confiance et que l'amour de sa vie avait tout découvert sans lui en parler d'abord? Assise à l'arrière du taxi qui la ramenait chez elle, Sarah posa sa main sur son ventre, où l'enfant de Nathan grandissait, un enfant qu'il croyait ne pas vivre pour élever. « Eh bien, bébé, murmura-t-elle, il s'avère que papa ne va pas mourir après tout. Mais quand il découvrira ce que nous avons appris aujourd'hui, cela pourrait finir par nous tuer. » Sarah passa 3 jours angoissants à décider comment dire à Nathan la découverte dévastatrice. 3 jours à regarder l'homme qu'elle aimait continuer à vivre un mensonge, le voyant prendre des vitamines qu'il croyait être des médicaments expérimentaux, notant comment il rationnait inconsciemment son temps. Comme si chaque moment était précieux parce qu'il était limité. L'ironie était cruelle. Nathan était devenu un meilleur homme, croyant qu'il était mourant. Il avait appris à valoriser les connexions réelles, à montrer de la vulnérabilité, à aimer sans retenue. Comment pouvait-elle détruire cela en révélant que tout n'avait été qu'une supercherie élaborée? Ce fut un vendredi soir que la décision fut prise pour elle. Nathan était dans son bureau à domicile, travaillant tard, comme c'était devenu son habitude ces dernières semaines. Sarah entra avec une tasse de thé à la camomille, un rituel nocturne qui s'était développé entre eux, et le trouva fixant une photo encadrée sur son bureau. C'était une échographie de leur bébé, prise 2 jours plus tôt. « Tu penses à quelque chose de précis ?» demanda-t-elle doucement, posant le thé à côté de lui. Nathan leva les yeux, un sourire mélancolique traversant son visage. « Je pense qu'il est être temps de commencer à organiser les choses légalement, financièrement. Je veux m'assurer que toi et le bébé serez protégés. » « Nathan, te sens-tu plus mal? Les symptômes? » « Non, en fait, je me sens bien. Mieux que depuis des mois. » Il s'adossa à sa chaise, passant ses mains dans ses cheveux. Être que c'est le calme avant la tempête. Ou être que c'est parce que j'ai enfin quelque chose de réel pour lequel me battre. La culpabilité frappa Sarah comme une vague. Voici son mari, planifiant sa propre mort, organisant l'avenir d'une famille qu'il croyait ne pas vivre pour en profiter, et elle avait les preuves dans ses mains que tout était un mensonge cruel. « Nathan, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, j'ai besoin de te montrer quelque chose. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Simon, appelant depuis la réception de l'immeuble. « Monsieur Harper, désolé de vous déranger si tard, mais votre frère est ici. Il dit que c'est urgent. » Nathan fronça les sourcils. Caleb venait rarement sans s'annoncer, et jamais si tard. « Faites-le monter. »« Nathan, dit Sarah avec urgence, avant qu'il n'arrive, j'ai besoin de l'ascenseur monté déjà. » Et quelques minutes plus tard, Caleb Harper entra dans l'appartement. À 35 ans, il avait la même structure osseuse que Nathan. Mais là où Nathan rayonnait de force et de contrôle, Caleb semblait nerveux, agité, ses yeux étaient injectés de sang, ses vêtements froissés, et il y avait une énergie frénétique en lui qui fit instinctivement reculer Sarah. « Nathan, content de te trouver à la maison. » Caleb serra son frère dans ses bras avec un enthousiasme exagéré. « Comment vas-tu? »« Mieux, j'espère. »« Je vais bien. »« Caleb. Qu'est-ce qui t'amène ici si tard? »« Oh, tu sais, l'inquiétude fraternelle. » Et il regarda Sarah avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je voulais mieux connaître ma belle-sœur. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler correctement. » Sarah sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Il y avait quelque chose dans le ton de Caleb, dans la manière dont il la regardait, qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le devrait. « Sarah, ma chère, continua Caleb, j'ai entendu dire que vous avez fait une visite intéressante au docteur Sterling cette semaine. » Le monde s'arrêta. Nathan regarda entre sa femme et son frère, la confusion évidente sur son visage. « De quoi parles-tu » Sarah sentit son cœur s'emballer. Comment Caleb savait-il pour sa visite au médecin? À moins qu'il ne la surveillait ou on dirait que notre petit oiseau chanteur n'a pas encore parlé à son mari de sa découverte, dit Caleb, sa voix prenant une note venimeuse. Quelle déception, Sarah. Je pensais que l'honnêteté était importante pour vous. Caleb, dit Nathan, sa voix prenant un ton d'avertissement, arrête de jouer à des jeux. De quoi parles-tu? Je parle du fait que ta femme a découvert que tu n'es pas mourant, frère. Que tu ne l'as jamais été.
Les mots tombèrent dans le silence de la pièce comme des bombes. Nathan se figea complètement, ses yeux passant de Caleb à Sarah et vice-versa. Qu'as-tu dit? Tu as bien entendu. Il n'y a pas de maladie dégénérative. Pas de sentence de mort. Ce n'était qu'une performance très convaincante. Sarah vit le moment exact où la compréhension frappa Nathan. Elle vit son expression passer de la confusion au choc, puis à une colère froide et dévastatrice qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sarah, sa voix était dangereusement basse, est-ce vrai? Sarah sentit des larmes brûler ses yeux. Nathan, je voulais te le dire. J'essayais de trouver le bon moyen. Est-ce vrai? Répéta-t-il, chaque mot comme une lame aiguisée. Oui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nathan se leva lentement, ses mains appuyées sur le bureau comme s'il avait besoin de soutien. Depuis combien de temps le sais-tu? 3 jours? 3 jours. Nathan répéta les mots comme s'ils étaient dans une langue étrangère. Pendant 3 jours, tu m'as regardé croire que j'étais mourant. Organiser notre avenir. M'inquiéter de te laisser seul. Et toi tu savais que c'était un mensonge. Je ne savais pas comment te le dire. J'essayais de te protéger. Protéger. L'explosion de colère de Nathan fit reculer Sarah. Tu m'as laissé vivre un mensonge pendant 3 jours. Tu m'as laissé. Oh, c'est riche, interrompit Caleb, savourant clairement le drame. Le mari en colère parce que sa femme lui a menti. Quelle délicieuse ironie. Nathan se tourna vers son frère, et Sarah pouvait pratiquement voir le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit. Toi, dit-il doucement, mais il y avait une menace mortelle dans la quiétude de sa voix. C'est toi qui as fait ça. Moi? Je n'ai rien fait d'autre que faciliter certaines vérités. Vérité? Nathan se précipita sur Caleb avec une rapidité qui les surprit tous les deux. En quelques secondes, il avait son frère plaqué contre le mur, une main sur sa gorge. Tu m'as fait croire que j'étais mourant. Tu as manipulé toute ma vie. Nathan, arrête. Cria Sarah, craignant qu'il ne fasse vraiment mal à Caleb. Pourquoi? Rugit Nathan, son visage à quelques centimètres de celui de Caleb. Pourquoi aurais-tu fait ça? Caleb, même avec la main de Nathan sur sa gorge, parvint à sourire. Parce que tu as toujours tout eu. Toujours. Et j'en avais assez d'attendre les miettes. L'héritage. Tout ça pour l'héritage? En partie. Mais aussi parce que je voulais te voir souffrir comme j'ai souffert toute ma vie, vivant dans ton ombre. Nathan relâcha Caleb avec dégoût, comme si le toucher le contaminait. Comment as-tu fait? Comment as-tu convaincu le docteur Sterling? L'argent, cher frère. Beaucoup d'argent et un peu de chantage émotionnel à propos de sa fille malade. Caleb ajusta sa cravate, retrouvant son sang-froid. Bien que je doive admettre, la partie empoisonnement subtil était mon idée. De petites doses de substances, qui provoquaient les symptômes que tu attendais. Très créatif, ne trouves-tu pas? Sarah vit Nathan vaciller comme s'il avait reçu un coup physique. Tu m'as empoisonné. Juste assez pour rendre la performance convaincante. Rien de permanent, bien sûr. Yenesus pas un monstre. Pas un monstre. Nathan se tourna pour faire face à son frère. Tu as manipulé toute ma vie. Tu m'as fait croire que j'étais mourant. Tu m'as poussé à prendre des décisions désespérées. Comme épouser une serveuse au hasard pour un héritier. L'insulte dirigée contre Sarah fut la goutte d'eau. Nathan frappa Caleb d'un coup de poing qui le renvoya contre le mur, cette fois avec assez de force pour le laisser étourdi. Jamais, dit Nathan, sa voix basse et dangereuse, ne parle de ma femme comme ça à nouveau. Caleb toucha sa lèvre ensanglantée, son sourire disparaissant enfin. J'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Mais dis-moi, frère, si tu avais su que tu n'étais pas mourant, l'aurais-tu quand même épousé? Aurais-tu encore eu besoin de cette transaction commerciale? La question atteignit sa cible. Nathan se figea, et Sarah vit le doute traverser son visage, un doute qui lui transperça le cœur comme un couteau. C'est ça, dit Caleb, s'éloignant du mur. N'est-ce pas? Tu ne sais pas. Parce que tout ça, le mariage, le bébé, même cet grand amour, tout a été construit sur un mensonge que j'ai créé. Sarah vit le moment où Nathan se brisa pas physiquement, mais quelque chose en lui se fractura. Il la regarda avec une expression de dévastation totale. J'ai besoin d'air, murmura-t-il, se dirigeant vers la porte. Nathan, attends. Sarah courut après lui, mais il était déjà dans l'ascenseur. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin, je ne peux pas. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, laissant Sarah seule avec Caleb. Eh bien, dit Caleb, essuyant le sang de sa lèvre, c'était amusant. Mais je suis sûr que vous vous en sortirez. Après tout, il y a tellement d'amour véritable entre vous. Sarah se tourna vers Louis. Et pour la première fois de sa vie, elle ressentit une haine pure et brûlante. Sors d'ici, dit-elle doucement. Comme tu veux. Mais, Sarah, ma chère, souviens-toi. Tu as être découvert mon petit secret, mais maintenant toi et Nathan devrez vivre avec les conséquences, et serez-vous jamais capable d'être sûr que ce que vous avez est réel, et non juste un produit de ma petite création? Après le départ de Caleb,
Sarah resta seule dans l'appartement silencieux, une main sur son ventre où l'enfant de Nathan grandissait. Dehors, quelque part dans la ville, son mari essayait de traiter la révélation que toute sa vie avait été manipulée par son propre frère. Et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la vérité, Sarah se demanda si révéler tout avait été la bonne décision. Parce que maintenant, il ne s'agissait pas seulement que Nathan découvre qu'il n'était pas mourant. Il s'agissait de découvrir si l'amour qu'ils avaient construit était assez fort pour survivre aux mensonges sur lesquels il avait été bâti. Nathan ne rentra pas cette nuit-là ni la suivante. Sarah passa 2 jours infernaux à errer dans l'appartement comme un fantôme, alternant entre colère, désespoir et une peur paralysante d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait pour toujours. Simon appelait toutes les quelques heures avec des nouvelles. Nathan allait bien, il était dans un hôtel, il avait besoin de temps, mais aucune information sur quand ou s'il reviendra. Ce fut le matin du 3e jour que Sarah se réveilla avec d'étranges crampes et un léger saignement qui la firent courir à l'hôpital dans une panique absolue. 3 heures plus tard, après des tests et une surveillance, les médecins l'assurèrent que le bébé allait bien. Ce n'était que du stress, mais elle avait besoin de repos et de paix émotionnelle. « Dois-je appeler votre mari ?» demanda gentiment l'infirmière, remarquant que Sarah était arrivée seule. « Il est en voyage », mentit Sarah, incapable d'expliquer que son mari avait disparu après avoir découvert que toute sa vie était un mensonge. Mais Simon avait dû être informé par ses contacts à l'hôpital, car lorsque Sarah rentra à l'appartement, Nathan était là. Il était assis dans le salon, portant toujours les mêmes vêtements qu'il y a 3 jours, les cheveux en désordre, une barbe naissante ombrageant son visage. Lorsqu'elle entra, il se leva immédiatement, ses yeux l'examinant de la tête aux pieds. « Le bébé » furent ses premiers mots, sa voix épaisse d'épuisement. « Va-t-il bien » Ce n'était que du stress. Le soulagement qui traversa le visage de Nathan fut si intense que Sarah sentit des larmes brûler ses yeux. Tout doute qu'elle aurait pu avoir sur ses sentiments pour le bébé, pour leur enfant, s'évanouit à cet instant. « Sarah, commença-t-il, puis s'arrêta, passant ses mains dans ses cheveux. « Je suis désolé d'avoir disparu, de t'avoir laissé seule quand tu avais besoin de moi. »« Nathan non, laisse-moi parler d'abord, s'il te plaît. » Il marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville s'étendant en contrebas. « Ces 3 derniers jours, j'ai passé en revue toute ma vie, essayant de comprendre ce qui était réel et ce qui était la manipulation de Caleb. Et tu sais ce que j'ai découvert ?» Sarah secoua la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « J'ai découvert que ça n'avait pas d'importance. Peu importe pourquoi nous nous sommes mariés. Peu importe mes motivations initiales. Ce qui compte, c'est ce que nous avons construit ensemble, ce que je ressens pour toi. » Il se tourna pour lui faire face, et il y avait une clarté dans ses yeux qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Sarah, y t'aime. Pas parce que je croyais que j'étais mourant, pas parce que tu portes mon enfant, mais parce que tu es la personne la plus forte, la plus réelle, la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Quand j'ai pensé que je pourrais vous perdre, toi et le bébé, quand Simon m'a appelé à propos de l'hôpital, j'ai réalisé que rien d'autre ne comptait, pas le mensonge de Caleb, pas comment nous avons commencé, pas combien d'années il me reste. Seulement que je veux passer toute celle-ci avec toi. » Sarah sentit des larmes couler librement sur son visage maintenant. « Je t'aime aussi. Et je suis désolé de ne pas t'avoir dit immédiatement ce que j'ai découvert. J'essayais de te protéger, mais je sais que c'était mal. Tu essayais d'être gentille, comme toujours. » Nathan traversa la pièce, s'arrêtant devant elle. « Sarah, puis-je recommencer ? Puis-je te demander en mariage correctement cette fois ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il était à genoux devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Sarah Thornton Harper, veux-tu m'épouser ? Pas pour un contrat, pas par nécessité, mais parce que tu m'aimes et veux construire une vraie vie avec moi. »« Oui, » murmura-t-elle, s'agenouillant à son niveau. « Oui, je le veux. » Quand ils s'embrassèrent, c'était différent de tous leurs baisers précédents. C'était un commencement, une promesse, un avenir se déroulant entre eux. 2 semaines plus tard, Nathan avait pris des mesures décisives contre Caleb et Margaret. La confrontation finale eut lieu dans la salle de conférence de Harper Enterprises, avec Caleb, Margaret, le conseil d'administration et une équipe d'avocats présents. Sarah se tenait aux côtés de Nathan, sa présence silencieuse mais soutenant alors qu'il présentait des preuves dévastatrices du complot. « Caleb Harper et Margaret Harper, » dit Nathan, sa voix froide et formelle, « ont conspiré pour me faire croire que j'étais mourant à travers un diagnostic médical frauduleux et un empoisonnement systématique. J'ai des preuves complètes de virements bancaires, d'enregistrements de conversations et du témoignage du docteur Sterling. » Le silence dans la pièce était absolu. Caleb était pâle, mais défiant. Margaret semblait avoir vieilli d'1 décennie. En conséquence, poursuivit Nathan, Caleb est immédiatement démis de toutes ses fonctions dans l'entreprise et déshérité, toutes les actions et avantages sont révoqués. Margaret est retirée du testament et interdite de toute propriété familiale. Nathan, chérie, tenta Margaret, tu ne peux pas croire que j'ai des enregistrements, mère, de toi et Caleb planifiant comment corriger mes choix de vie après ma mort.
La douleur dans la voix de Nathan était évidente. Tu voulais que je meure en croyant que j'étais malade. C'est impardonnable. Et si nous refusons? Défia Caleb. Alors les preuves iront à la police, et vous ferez face à des accusations criminelles pour fraude, complot et tentative d'empoisonnement. Nathan Sepenchanawant. À vous de choisir. Caleb et Margaret quittèrent la réunion vaincus, leur carrière et réputation en ruine. Le docteur Sterling, qui avait pleinement coopéré, perdit sa licence médicale mais évita les poursuites criminelles. 6 mois plus tard, le premier cri du petit Ethan Harper résonna dans la suite privée de l'hôpital, annonçant l'arrivée d'une nouvelle génération. Nathan tint son fils pour la première fois avec des larmes coulant sur son visage, murmurant des promesses d'amour et de protection. « Il est parfait », murmura Sarah, regardant le père et le fils ensemble. « Tout comme sa mère », répondit Nathan, embrassant son front. 1 an plus tard, ils déménagèrent dans une propriété en Caroline du Sud rurale, une maison de campagne spacieuse entourée de jardins que Sarah avait conçus et de champs où Ethan pourrait courir quand il grandirait. Nathan avait délégué la plupart de la gestion quotidienne de l'entreprise, choisissant d'être présent pour chaque étape de la vie de son fils. Olivia obtint son diplôme en tête de sa classe et fut acceptée à Harvard avec une bourse complète. Dans son discours de remise des diplômes, elle remercia sa sœur, qui a tout sacrifié pour me donner une chance, et mon beau-frère, qui a prouvé que les vraies familles se forment par choix, pas par le sang. Par une chaude soirée d'été, 2 ans après que la vérité fut révélée, Sarah trouva Nathan sur la balançoire du porche, regardant Ethan jouer sur la pelouse avec le Golden Retriever qu'ils avaient adopté. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, s'installant à côté de lui. « À comment la meilleure chose de ma vie est venue de la pire chose que quiconque m'ait jamais faite » répondit Nathan, l'enlaçant dans ses bras. « Si Caleb n'avait pas menti, je ne t'aurais jamais cherché. Je n'aurais jamais découvert ce qui compte vraiment. Penses-tu que tu m'aurais remarqué? Si nous nous étions rencontrés dans des circonstances normales » Nathan la regarda, ses yeux sombres pleins de certitude. « Sarah, je t'aurais remarqué dans n'importe quelle vie, dans n'importe quelle circonstance. Certaines personnes sont destinées à se trouver, même sans contrat de mariage et faux diagnostic, surtout sans eux. » Alors que le soleil se couchait sur leur nouvelle vie, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, Sarah se blottit plus près de son mari, regardant leur fils jouer dans le jardin qu'ils avaient créé ensemble. C'était une vie qu'aucun d'eux n'avait planifiée, née de mensonges et de désespoir, mais transformée en quelque chose de plus beau et de plus réel que n'importe quel conte de fées. « Je t'aime, Nathan Harper », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je t'aime, Sarah Harper », répondit-il, embrassant le sommet de sa tête. « Pour toujours. » Et pour la première fois de leur vie, Sarah et Nathan étaient absolument certains que pour toujours était exactement ce qu'ils auraient. Parfois, les plus grandes vérités naissent des mensonges les plus cruels. Nathan découvrit qu'il n'avait pas besoin d'être mourant pour apprendre à vraiment vivre. Il avait juste besoin de trouver quelqu'un qu'il aimait pour qui il était vraiment, pas pour ce qu'il possédait. Sarah prouva que le véritable amour n'a pas besoin de contrat ou de garantie, juste 2 personnes prêtes à se choisir chaque jour. Ensemble, ils transformèrent une supercherie douloureuse en le début d'une vraie famille, construite sur l'honnêteté, la passion et la certitude que certains amours sont assez forts pour survivre à n'importe quelle tempête, parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin est d'être vu, aimé et choisi, pas par désespoir, mais par un désir sincère de construire quelque chose d'éternel.